Je vais essayer de faire de mon mieux pour être un petit peu plus concise dans la présentation des ouvrages parce que ce book haul va être très conséquent comme vous allez le voir. Je n'ai pas tourné depuis, je dirais à peu près, ouais, bien un mois en ce qui concerne les book hauls. Et il s'avère que les réceptions se sont accumulées, que j'ai également réalisé beaucoup d'achats. Donc j'ai privilégié la présentation des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages graphiques, hors service presse bien évidemment. Donc je vais tout de même vous en présenter 2-3 qui sont donc des achats de ma part, mais je vais me limiter, ne pas vous présenter par exemple la suite de Berserk ou la suite de Naruto. Sachez que voilà, je continue donc mon avancée et mes achats des éditions Okage de Naruto et que je suis en cours de lecture de Berserk, mais je ne vais pas systématiquement vous représenter ces sagas là au même titre que je me suis procuré par exemple le tome 16 des liens du sang. Voilà, je vous signale qu'il est sorti pour ceux qui suivent la saga et qui éventuellement n'auraient pas été au courant de cette parution là, mais je ne peux pas tout vous montrer en matière de manga, ce serait beaucoup trop. D'ailleurs à l'occasion je ferai un petit tour de cette bibliothèque là puisque c'est vrai que la dernière fois je vous l'ai montré de façon assez succincte dans le bookshelf tour, mais bon pour le moment c'est pas le propos, on va essayer de s'activer un petit peu et je vais commencer par tout ce qui est je dirais plus de l'ordre des box ou tout du moins des ouvrages qui sont arrivés avec des communiqués de presse je dirais assez sophistiqués, voire avec des sortes de fan art ou Donc je vais commencer par Les Noces des Lucioles qui est un tome 1 dont j'ai déjà fait la lecture, je vous en parlerai très prochainement. C'est un ouvrage qui est, il me semble, classifié en shoujo josei. Pour l'instant j'ai bien aimé en tout cas cette histoire. On suit ici, donc on est dans le Japon encore un petit peu traditionnel. On va suivre donc cette jeune fille qui est ici, qui se nomme Satoko Kirigaya, qui vient d'une famille, d'une bonne famille, d'une famille très aisée, qui a une très bonne réputation. La particularité de cette jeune fille, c'est qu'elle est hautement courtisée, mais elle souffre voilà, de troubles de santé qui font que malheureusement elle ne vivra pas très longtemps. Et voilà, c'est ce qui fait qu'elle, je dirais, se refuse un petit peu à l'union avec certains hommes parce qu'elle souhaite absolument honorer sa famille dans le même temps que voilà, qu'elle sait que sa mort est approche, voire est imminente, puisque finalement on n'en sait pas beaucoup plus. Lors d'une de ses sorties, elle va se faire capturer par un groupe d'individus mal intentionnés et je ne vous en dis pas plus puisque c'est un tome 1 et que je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir de la découverte. Donc ce premier tome il est arrivé avec ce communiqué de presse là qui était vraiment très sympathique et donc il me semble qu'on appelle ça un art paper, mais des Noces des Lucioles. Malheureusement il s'est un petit peu abîmé comme vous pouvez le voir dans l'enveloppe. Et il y avait donc une seconde illustration qui est celle-ci donc de Promise Cinderella, dont je n'ai toujours pas lu le tome 1 mais je vais vous le présenter tout de suite, il est ici. Donc on suit ici Ayame qui mène une vie tranquille et sans histoire jusqu'à ce que son mari demande le divorce. Fuyant le domicile conjugal, elle est victime d'un vol à l'arraché et se retrouve à la rue sans un sou. Maintenant dans la galère, elle tombe sur Issei, un lycéen de classe aisée à l'esprit plutôt tordu. Cette rencontre va bouleverser sa vie. Voilà, donc ce sont les deux art papers qui étaient présentés, j'espère que ça s'appelle comme ça, qui étaient présentés donc dans ce communiqué de presse qui était vraiment très élégant et qui était donc envoyé de la part des éditions Glénat. Et je reviens tout de suite, je vais faire rentrer mon petit chat qui râle. Petits chats qui se sont très facilement abandonnés. Donc on continue avec donc toujours dans les choses qui sont arrivées, plus je dirais sous forme de soit de box, soit de colis un petit peu sophistiqués, de la part des éditions Galatea, qui est une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout, que je viens de découvrir. La community manager est très sympathique d'ailleurs. Elle m'a envoyé un mail et m'a proposé de me faire parvenir donc 2 titres qui ne font pas du tout partie des registres littéraires que j'aborde habituellement sur la chaîne. Je l'en ai d'ailleurs averti. Voilà, c'est vrai que ce sont des choses que desquelles je ne suis pas forcément familière. Donc pardon, oui, des ouvrages qui sont donc dans un registre littéraire dont je ne suis pas nécessairement familière, puisque le premier livre, il me semble que c'est de l'urban fantasy, donc Kidnappé par l'alpha d'Annie Whipple, La Belle et l'Alpha. Donc Belle se réveille à Paris à côté d'un magnifique inconnu dans une pièce qu'elle ne reconnaît pas. Alors qu'elle examine l'homme au visage de dieu grec à côté d'elle, elle réalise qu'elle ne se souvient pas comment elle est arrivée là. S'agissait-il d'un coup d'un soir innocent ou la vérité est-elle bien plus sombre? Elle est sur le point de le découvrir, voilà. Donc vous pouvez le voir, ce n'est absolument pas ce que je vous présente habituellement sur la chaîne. Mais voilà, encore une fois, j'ai vraiment averti la community manager du fait que
il y avait voilà des chances que je n'apprécie pas forcément, on verra bien. Avec, il y avait cette planche donc d'autocollant qui est par contre très sympathique, je trouve. Il y a des jolies petites choses. Et le second ouvrage, c'est Craquer pour mon tyran, Kelly, Craquer pour mon tyran, donc le livre 1 de Manjari, qui est donc comme ceci, qui est un ouvrage qui va donc parler de Kelly, une jeune fille qui s'installe dans une nouvelle ville et qui arrive donc dans une nouvelle école. Elle va devenir la cible de James, un garçon qui incarne toutes les peurs et les insécurités qu'elle a toujours eues. Alors que le destin les rapproche, les lignes se brouillent entre la haine et l'attirance, mais une histoire d'amour peut-elle vraiment émerger des cendres de leur animosité? Voilà, oh, du coup c'est pas trop mon registre non plus. Et il y avait donc aussi une planche de stickers comme ceci. Voilà, on verra bien. Après, très honnêtement, on verra, voilà. Je vais pas m'avancer pour l'instant, c'est vrai que ça m'effraie un petit peu d'accepter quand même, parce qu'il y avait tout de même beaucoup de chances que je ne sois pas convaincue par ce type d'ouvrage, lorsque je trouve le résumé même potentiellement problématique. Enfin bref, on verra bien. J'espère que j'ai été relativement claire là, je sens que je suis essoufflée. Quand je ne tourne pas depuis longtemps, je perds la capacité, le skill un petit peu de parler à la caméra avec aisance. Donc nécessairement, voilà, ça va être un peu bégayant aujourd'hui. Un autre ouvrage qui m'a été envoyé de façon vraiment très élégante par la part des éditions Doki Doki, c'est donc Aux côtés du dieu loup de Yomoko Yamamoto, qui est vraiment somptueux. Et là je ne vous lirai pas le résumé parce que les dernières parutions de chez Doki Doki m'ont beaucoup plu, et c'est vrai que un tome c'est toujours trop court, il faut attendre quelques mois pour avoir la suite systématiquement, et là j'ai pas du tout envie de savoir de quoi il parle, j'ai envie de pouvoir le découvrir par moi-même de façon tout à fait autonome. Et mais par contre voilà, je trouve que les illustrations sont somptueuses. Je vous montre un petit peu plus directement dans le manga, et si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un lien en barre d'informations avec un accès au résumé. Mais voilà, moi je préfère rester un petit peu dans le mystère qui plane autour de cette œuvre, d'autant qu'on a vraiment reçu des choses somptueuses qui ont accompagné ce premier tome, avec des planches, donc des reprises des planches qu'on peut trouver dans le manga, avec un format donc bien plus important, et je trouve que c'est vraiment d'une beauté à couper le souffle. Voilà, je vous remonte celle-ci. Alors attendez, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci que je trouve absolument magnifique. Voilà, donc comme ça vous voyez les illustrations en très grande. C'est vrai que c'est autrement plus parlant que lorsque je vous ai montré les choses en petit. Mais en tout cas, je suis impatiente de le découvrir, et je remercie beaucoup les éditions Doki Doki pour cet envoi. On va attaquer les box. Première box, alors c'est chronologiquement c'est celle qui est arrivée en dernier à la maison. Mais je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Mais je pense que c'est celle qui me fait le plus plaisir, dans le sens où voilà, quand vous allez voir l'autrice nécessairement, pour moi c'est toujours un somptueux cadeau de recevoir ces titres. Bien évidemment, ce sont les deux petits romans de Johan Richoux. Donc on a Casse Crépuscule et alors Casse Crépuscule tome 1 et 2. C'est vrai que moi j'ai lu une première version de cet ouvrage quand il portait un autre nom, donc ça m'a un petit peu surpris de le découvrir sous ce format là. Mais alors vraiment les ouvrages sont adorables, on est vraiment dans de la littérature jeunesse. J'avais beaucoup aimé découvrir les petites aventures de Cass dans la première version que Joanne m'avait fait découvrir. Et je suis super curieuse de découvrir de quelle façon les textes ont été enrichis ici, de quelle façon elle a densifié son univers aussi, puisque même si c'est la première fois qu'elle s'attelle à de la jeunesse, très jeunesse je dirais, donc en se tenant peut-être un petit peu plus éloignée de ses thématiques de prédilection. Ce que j'aime beaucoup dans son univers, c'est qu'on a une petite touche à la Tim Burton, je dirais. On a des choses un petit peu étranges, un petit peu étonnantes, ce qui se rapprocherait le plus de cet univers là, je pense, en matière d'ouvrage jeunesse que j'ai pu lire ces dernières années. Ce serait à la rigueur, je pense, le Collège maléfique de Cassandra O'Donnell, mais vraiment ici on a cette particularité, cette singularité qui fait, je trouve, tout le talent de Johan Richoux. C'est bien évidemment la richesse et la poésie de sa plume qui fait donc que nécessairement ces ouvrages sont hors du commun et donc difficilement comparables à d'autres.
Je vous lis le résumé du premier tome. Donc Cass vit au manoir de Brune la Jolie avec ses amis Roméo le fantôme, Up la sorcière et Electre la sylphe. Lorsqu'ils ne font pas de bêtises dans le cimetière du domaine, tous suivent les leçons de Mademoiselle Vénénum à la bibliothèque. La professeure leur enseigne les secrets du monde invisible, comme la créaturologie ou l'onirisme, mais Cass ne se sent pas toujours à sa place ici. Elle ignore d'où elle vient depuis qu'elle a perdu la mémoire. Et il y a pire, cet automne, des rumeurs se répandent sur le manoir, les mauvaises langues le prétendent même hanté. Très vite, l'endroit devient une attraction pour des hordes de curieux. Cass et les habitants vont tout tenter pour se débarrasser de ces intrus. Donc on a donc une publication des romans saisonnière puisque le tome 2 se passe à Noël, donc j'imagine que le tome suivant s'illustrera au printemps et que le tome 4 donc viendra possiblement clore la saga ou tout du moins marquer la fin d'un premier cycle en été. Voilà, avec ceci, donc ces romans pardon, ils paraîtront... Alors ils sont parus hier, donc le 24 octobre. Au moment où vous verrez cette vidéo, ils seront parus depuis un petit moment puisque j'ai encore un book haul de retard à monter. Donc voilà, je suis vraiment désolée. L'assiduité n'est pas mon point fort. Et avec, il y avait donc un petit sachet comme ceci qui n'est pas encore ouvert, mais je pense que je vais aller... Oui, il y a des bonbons. Je vais aller donner à mon copain. Voilà, bonbons distribués, donc on continue avec une box cette fois qui vient des éditions Casterman avec la sortie donc La Lame du Roi, la saga Halfling, qui est donc une saga de Melissa Blair. J'ai déjà déballé l'ouvrage, mais sachez voilà qu'il était emballé dans un joli petit papier. Et comme ceci, dans la box vous trouvez donc un marque-page donc à l'effigie de l'ouvrage. Vous avez un pins également, je ne sais pas si vous le verrez bien, qui a un petit côté Game of Thrones que j'aime beaucoup. Et ensuite on a des espèces de runes. Alors ces runes, moi elles me font beaucoup penser à l'univers de Mortal Instruments que j'aimais beaucoup quand j'étais, j'allais dire adolescente, mais oui à 18 ans quand j'étais jeune adulte. Donc voilà, c'est vrai que je trouve que voilà, ça ressemble un petit peu. La boîte est aussi très jolie, donc je vais la conserver pour l'instant parce qu'elle est aussi pratique. Hop, mais je vais vous montrer l'ouvrage plus en précision et je suis désolée pour vos oreilles. Alors donc cet ouvrage, je pense que c'est de la romantécie ou quelque chose comme ça. Kyra est la lame du roi, elle espionne, traque et assassine les ennemis de la couronne. Quand une révolte contre la famille royale éclate, elle est missionnée pour débusquer l'insaisissable personnage à la tête du complot, celui que l'on surnomme l'ombre. Mais en suivant sa trace dans les terres magiques des Fae, encore des failles, Kyra découvre à ses dépens une vérité troublante sur ses origines et sur celle de l'ombre. Rongée par le doute, elle va devoir choisir son camp, celle du roi qui a décimé son peuple ou celui de l'ombre qui menace la paix du royaume au nom de la liberté, sans compter que ce dernier se révèle plus séduisant que prévu. Ouais, c'est carrément de la romantécie si vous voulez mon avis. On verra bien. Mais du coup, c'est vrai que j'ai reçu pas mal d'ouvrages qui ne sont pas du tout dans mon registre de prédilection. Donc, ça va être assez surprenant. J'ai fini la partie box. Maintenant, je vais passer à la partie service presse classique. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la partie graphique et on va commencer même par les mangas, comme ça ce sera fait. Je sais que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Alors ça c'est moi qui l'ai acheté, hop, donc ça va là-bas. Je vais commencer par une saga que j'adore et dont je vous parle depuis le premier tome sur la chaîne. Il s'agit de Sakamoto Days, les tomes 12, 13 et 15, parce que je crois qu'il y a eu un petit problème avec le 14. Je suis impatiente de connaître la suite de cette saga. C'est vraiment un shonen qui conserve bien évidemment les codes classiques du genre, mais qui parvient à créer quelque chose d'assez particulier, puisqu'on a un protagoniste qui est vraiment hors du commun, qui a une cinquantaine d'années, qui est gérant d'une supérette, qui est un ancien tueur à gages très très compétent dans son domaine, qui voilà, se retrouve un petit peu, je dirais, à retraite prématurée lorsqu'il épouse la femme qu'il aime et que cette femme donc refuse absolument qu'il poursuive ses activités plus discutables et hors la loi. Mais voilà, il va y avoir tout un tas de choses parce qu'il y a toute une légende, une mythologie autour de ce personnage et donc il va être un petit peu recherché par tout le monde et c'est trop bien, vraiment trop bien. Si vous cherchez un shonen hors du commun qui est tout à la fois drôle, touchant et qui en même temps voilà, embrasse tous les codes classiques du shonen avec cette espèce d'évolution des héros, donc que ce soit dans leurs relations ou dans leurs caractéristiques propres, Sakamoto Days va vraiment cocher toutes les cases. Le cadre a peut-être légèrement bougé, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc
Sakamoto Days, c'est bon et vraiment je pense que c'est le shonen que je vous recommande le plus ces dernières années. Après il y a des choses voilà je dirais qui prennent des biais encore, des partis pris et des biais qui sont encore plus fracassants, donc encore plus en rupture avec le genre, type Dan Dadan par exemple, que je trouve vraiment top, mais qui je peux l'entendre à un côté un petit peu voilà nettement plus perché en tout cas que Sakamoto Days. C'est pour cette raison que voilà, je trouve que c'est une alternative qui est pas mal pour vous ouvrir peut-être à des univers qui sont moins, je dirais, j'allais dire consensuels, mais non pas que les univers de Naruto, One Piece soient consensuels, que le shonen classique soit absolument consensuel, mais voilà, je dirais que ce sont des œuvres qui se permettent de prendre des biais qui sont assez particuliers et pas dans le même sens non plus que le Jujutsu ou Demon Slayer qui ont des vibes, je dirais, plus sombres. Mais là on est plus dans des choses un petit peu ouais, débridées quoi, c'est un petit peu fou. Bon, puisque visiblement je ne sais pas ne pas être confuse, je continue le tome 4 de Night with a Cat, qui est un petit manga que j'apprécie beaucoup, qui est en couleur, et là aussi je vous en parle depuis le tome 1. Ce qui est sympathique, c'est qu'on a tout à la fois un récit éducatif puisque vous apprenez des petites choses sur vos compagnons félins, et dans le même temps vous avez aussi voilà ce côté doudou, ce côté vraiment rassurant voilà du manga qui parle de chat. C'est des lectures qui sont très brèves, qui sont je trouve qualitatives en ce sens que voilà elles sont minimalistes dans leurs dessins et dans leurs propos, mais il y a vraiment une volonté qui n'est pas seulement de divertissement ou voilà d'aspect cocooning. Il y a vraiment un petit quelque chose d'éducatif qui est amené de façon extrêmement ludique, et ça c'est quelque chose que j'apprécie. C'est pour cette raison que cette saga je vous en parle fréquemment et que je continue également sa découverte. Ensuite, alors un tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 1, même si je trouve que là aussi on est dans un scénario vraiment très très particulier. Mister Maloglu d'Akaza Zamamiya, c'est le tome 3, donc je vous ai déjà parlé du tome 1 et je me demande, je ne suis pas sûre d'avoir le tome 2, je pense que je vais devoir me procurer le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1 où on a cette histoire en fait de changement de corps entre deux protagonistes qui ont tous les deux vécu le harcèlement scolaire, sauf que l'un des protagonistes est un protagoniste féminin et l'autre est un homme d'une trentaine d'années. Alors c'est quelque chose qui est assez commun je dirais dans le manga, ce type de scénario, puisque je suis actuellement en train de lire Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi, qui est une de ses premières sagas, tout du moins une de ses premières sagas terminées et sortie en France. Et on a déjà ce scénario finalement d'un changement de corps entre une adolescente et un homme plus âgé, et je dois reconnaître que c'est assez dérangeant sur certains aspects aussi. En fait j'attends de voir un petit peu de quelle façon ça évolue. Je trouve que le tome 1 était intéressant parce qu'il se focaliser véritablement sur cette question du harcèlement scolaire et du harcèlement tout court, et de la façon dont ça pouvait nous marginaliser sur du très long terme au sein d'une société, je le dirais, aussi codifiée que la société japonaise. Mais voilà, j'ai vraiment envie de voir aussi de quelle façon ça évolue, parce que j'ai peur qu'on tombe dans quelque chose qui pourrait devenir potentiellement problématique. Ensuite, le tome 3 de Jane Bright. Alors ça, c'est un manga qui m'a beaucoup surpris dans le tome 1. Je n'ai pas le tome 2 non plus, donc je vais continuer avec le tome 3. À la base, moi, il me semblait qu'on parlait de la question de la condition des femmes au Japon. Et en fait, il se trouve qu'il y a tout un tas de thématiques qui sont abordées ici. Je pense que c'est même impossible que je vous explique ça avec clarté. Je pense que la lecture du tome 2 et du tome 3 seront nécessaires pour que je puisse véritablement vous exposer les enjeux de l'auteur, hein, tout simplement, parce que je vous avoue que pour l'instant ils sont encore assez obscurs pour moi, parce que dans le tome 1 il y avait trop d'éléments différents, et d'ailleurs ça m'avait un petit peu perdu. Je l'ai lu en... Alors voilà, c'est peut-être ce qui l'a desservi aussi un petit peu. J'ai lu le premier tome de Mister Maloglu à ce moment-là, et le premier tome d'un autre manga que j'adore qui est... Je ne sais pas où il est. D'un autre manga, j'essaie de vous mettre la couverture ici, qui est sorti à la même époque chez Glénat, qui était un shoujo également, enfin en tout cas qui était classifié dans le shoujo, mais qui abordait des thématiques un petit peu compliquées aussi. Et voilà, j'avais lu les trois en même temps, et c'est vrai que voilà, je dirais que Jane Bright c'était celui qui m'avait le moins conquise, même s'il restait tout de même assez qualitatif et très intriguant, donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de poursuivre ma découverte de la saga. Je crois qu'en manga ce sera... Alors non, pardon.
Du coup on va faire ça en manga, les 2 derniers. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que je vous en ai largement parlé en vlog et que j'ai beaucoup aimé le tome 1. La romancière et le mercenaire publié chez Doki Doki, ça fait partie de ces dernières sorties Doki Doki que je trouve fascinantes. On va suivre une romancière ici qui souhaite se rendre dans un lieu mythique, mystique, dans lequel une bataille épique a eu lieu avec une créature hors du commun et absolument indéfinissable par les personnes qui l'ont rencontrée. Elle va se retrouver dans un village et croiser la route d'un espèce de bandits brigands, enfin de mercenaires, et elle va enrôler ce mercenaire pour l'accompagner malgré toutes ses réticences initiales. Et il s'avère que ce mercenaire fait partie donc de la brigade qui avait combattu cette créature un petit peu mythique et indescriptible. Le tome 1 était vraiment top, on a vraiment toute la dimension, je dirais, aventure, quête initiatique, en même temps que la création, l'affirmation un petit peu d'une amitié entre les deux protagonistes, et c'était très très bien fait. Ensuite, Jadugar, j'espère que je le prononce bien, la légende de Fatima, qui est en tome 1 de Tomato Soup. Alors je vous montre un petit peu, c'est vraiment très particulier là pour le coup. Je vais devoir vous lire le résumé. Donc Empire mongol, 13e siècle, la jeune esclave Sitara découvre ce qui sera sa seule et unique arme pour survivre, le savoir. Lorsque sa route croise celle de Toregen, la 6e épouse de l'empereur, tout bascule. Dans ce monde ravagé par les conquêtes et la guerre, parviendra-t-elle à trouver sa place? Pourra-t-elle seulement exercer ses talents? Librement inspirée de la vie d'une figure influente de l'époque, Jadugar, la légende de Fatima, vous emporte dans les tourments de l'histoire. Découvrez comment 2 femmes liées par le sort, l'une esclave, l'autre épouse de l'empereur, s'associent pour bouleverser jusqu'au fondement même de l'empire le plus puissant de l'époque. Voilà. Et ça a l'air vraiment très intéressant. On a des illustrations qui sont très particulières, qui me font un petit peu... Alors c'était peut-être au premier abord, il faudrait que je me penche un peu plus sur la question, mais ça me faisait un petit peu penser à Ranking of King. J'avais vraiment adoré les premiers tomes de Ranking of Kings, donc c'est pour ça aussi que j'étais curieuse là au niveau des illustrations, mais c'est quelque chose de complètement différent tout quand même. Bref, on verra, et pour les mangas, je crois qu'on est bon. Je passe maintenant au graphique en sachant qu'il y a beaucoup d'albums jeunesse, donc je vais essayer de commencer par ça. Enfin beaucoup d'albums, oui il y a quelques albums jeunesse quand même. Je vais essayer de commencer par ça et de vous les présenter du mieux que je peux, mais je vais vous en parler très prochainement en vlog. Le premier c'est Sacré Canard de Michael Escoffier et Geneviève Després, c'est publié chez les éditions 2. Et à l'initiale, si j'ai voulu découvrir ce titre, c'est parce que avec un ami on joue énormément à un jeu avec des canards sur notre téléphone tout simplement. Et alors les illustrations ressemblent incroyablement aux illustrations présentes ici. Ça a l'air hyper drôle, ça a l'air très mignon aussi. Et de ce fait, voilà, j'étais très curieuse de le découvrir. Donc sur le communiqué de presse, vous avez une illustration comme ceci, mais je vais vous montrer un peu plus à quoi ressemble l'ouvrage. Je trouve que c'est très très sympathique, c'est vraiment mignon. J'aime bien. Après j'aime bien de toute façon les albums jeunesse. Pour le coup, ça fait partie des choses qui, toute ma vie, m'ont accompagnée. Au pays des canards, tout le monde faisait coin-coin. Tout le monde, non, arrive un drôle de petit canard, pas comme les autres, qui lui préférait faire pouic-pouic. Voilà. Donc, il y a le petit côté traditionnel, je dirais, de ces récits qui mettent en lumière des personnages et des personnalités qui sont un petit peu hors du commun et qui agissent différemment. C'est toujours de jolis ouvrages jeunesse, je trouve. Ensuite, de la part des éditions Didier Jeunesse, je crois que j'ai que ça des éditions 2 d'ailleurs, je vérifie, oui c'est bon. Donc, de la part des éditions Didier Jeunesse, j'ai reçu Ida et Martha Desbois. Et alors là par contre, les illustrations sont vraiment... Alors moi j'aime beaucoup le côté forestier, les renards, on a toutes les couleurs de l'automne et qu'on peut imaginer, voilà, de la nature un petit peu qui change, et en même temps donc on a des scènes aussi de vie domestique. On suit donc 2 petites filles qui vont apercevoir un renard pour la première fois et elles vont développer une espèce de passion et d'intrigue en lien avec ce renard. Je n'arrive plus à parler. Voilà, donc ça va être un petit peu ça l'histoire, et j'imagine que voilà, le problème va résider dans le fait qu'elles sont censées, voilà, se conduire comme des jeunes filles de bonne famille, etc. etc. Et voilà, je suis impatiente de le découvrir parce qu'il a l'air très mignon. Dans le même registre, alors plus dans le même registre au niveau des couleurs, hein, j'entends. J'ai ici On part en forêt de Katarina Makurova, qui est publié chez les éditions Albatros, et je trouve que c'est un très joli petit ouvrage aussi. Il est comme ceci. Là aussi, on a vraiment toutes les couleurs de l'automne avec cette histoire qui met en scène un papa écureuil et son petit. Entre temps j'ai reçu des nouveaux colis, je vais en profiter. Donc j'étais sur Mon part en forêt. Voilà, les illustrations sont vraiment somptueuses, on est vraiment dans quelque chose de
dans un ouvrage graphique qui parle des animaux et de la nature, et j'imagine aussi du lien père et fils. Et ensuite, chez Amaretta, oui c'est ça, chez Amaretta, lecture maudite de Céline Gourgeot, Gemma Palacio. Et vous avez donc 10 histoires qui filent la trouille, ça je vais adorer aussi. Donc ce sont des petites histoires jeunesse qui sont illustrées et qui font peur. C'est un ouvrage que je vais lire et qu'ensuite je mettrai en classe. Là aussi je vous en parlerai je pense dans un vlog, parce que je pense que je vais faire un vlog autour des graphiques un petit peu je sais pas, spooky, effrayant. Et en même temps jeunesse aussi, un petit peu de tout, mais en restant voilà vraiment dans la tranche des graphiques, parce que j'en ai d'une part énormément à lire, mais aussi parce que j'ai été dans une frénésie un petit peu de lecture de romans là depuis quelques jours. J'ai besoin d'une petite pause et de souffler aussi dans la densité des textes, de prendre des choses je dirais plus aérées dans leur forme, même si voilà elles restent tout aussi je dirais complexes dans la façon dont elles abordent certaines thématiques. Dernier graphique que je vous présente, tout du moins dans les services presse. Alors après je vais juste, ce qu'on fera c'est qu'on ouvrira les deux colis ensemble avant que j'attaque la présentation des romans, si ça se trouve il y a aussi des graphiques. Donc tout du moins de ce que je sais, donc de la part des éditions helvétiques, j'ai reçu Monarque, le corbeau et les renards, non les corbeaux et les renards de Guillaume Plasson et Rome Montalban, qui est une réécriture un petit peu libre de bon nombre de Fable de La Fontaine. Je l'ai déjà lu, c'était vraiment très élégant, c'est écrit d'une façon assez sophistiquée. Les graphismes sont particuliers, ce n'est absolument pas un ouvrage qui s'adresse à un public jeune. On est sur de la BD adulte, c'est sombre, c'est parfois sanglant, comme vous pouvez voir, donc voilà, je ne le recommanderais pas du tout pour un cadeau à une jeune personne dans l'éventualité et la volonté de lui faire découvrir les Fables de La Fontaine. Je pense que ce n'est pas judicieux. Disons que vous avez d'autres éditions qui, d'ailleurs je crois que même chez Helvétique vous pouvez en trouver, vous avez d'autres éditions, d'autres ouvrages qui vont vous proposer finalement cette alternative du passage de la lecture de la fable à la fable illustrée, qui effectivement facilite je trouve grandement la compréhension de la lecture. Là ici c'est pas ça, c'est vraiment une réinterprétation aussi des fables et voilà, en conservant finalement la forme de l'alexandrin, la forme poétique et les choses qui sont plus exigeantes et qui sont plus littéraires. Ah, alors je crois que le premier colis, je pense que c'est une box. La box, c'est le dernier roman de Cassandre Lambert, qui est donc Atalante. Voilà, donc on va regarder ensemble. Là pour le coup, vraiment, je le découvre en même temps que vous. C'est très très joli. Voilà. Donc la première chose, c'est cette broche qui, qui est un arc avec des flèches. Vraiment très joli. Je trouve que ça reprend un petit peu les codes, je dirais, de présentation d'Artémis. Alors là, vraiment, il y a quelque chose. J'ai même pas envie de l'ouvrir. Je trouve ça vraiment très très joli. Donc vous avez un espèce de parchemin. Donc on va l'ouvrir, hein, mais je pense que je vais être incapable de le remettre correctement vu ma dextérité. Ok, donc c'est un mot de Cassandre, donc de l'autrice. Pour la mythologie, donc elle expose que son héroïne, voilà, présente, donc c'est l'épopée flamboyante d'une chasseresse. Je pense que c'est pour ça que je faisais le rapprochement avec Artémis, donc d'une sauvageonne empreinte de liberté, de justice, d'aventure. C'est une quête identitaire, saupoudrée d'un soupçon de philosophie, de stoïcisme, d'épicurisme et de dépassement de soi. C'est l'histoire tragique d'un amour interdit, une ode à l'amitié, une invitation à suivre ses rêves et à les réaliser coûte que coûte. Ensuite, nous avons donc un Furoshiki, Furogoshi, je ne sais jamais le prononcer, donc les emballages réutilisables, donc c'est quelque chose que pratique maintenant, je trouve assez couramment Didier Jeunesse et que je trouve très sympathique. C'était déjà le cas pour la tisseuse de vent, il y avait vraiment eu un très très beau travail qui avait été fait autour de l'envoi de la tisseuse de vent. Là on est un petit peu dans le même registre. L'ouvrage ici il est relié, je vous le montre tout de suite. Alors donc dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse, Asclépios, l'agaçant fils d'Apollon, est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde, elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Ah,
trop bien. De la part des éditions, je sais plus si c'est Glénat, le tome 7 de Sorceline. Alors moi j'adore cette saga et surtout en classe elle plaît tellement. Je crois que tous mes élèves ont lu Sorceline maintenant. Et c'est le tome 7. Voilà, je suis vraiment contente. Je crois que... Non, j'ai déjà ramené en classe le tome 6. J'avais adoré le tome 6. Mais de toute façon, de façon générale, j'aime beaucoup cette saga. Donc là on est dans le cycle 2. Et on est sur ces thématiques un petit peu féeriques avec cette jeune fille qui est dans une école donc dans laquelle elle va soigner des créatures magiques. Bref, c'est vraiment très très divertissant, c'est très bien. Et moi ça me fait un petit peu penser à ce que je disais quand j'étais... Oui, adolescente, enfin jeune adolescente, c'était beaucoup Witch par exemple, où on avait ces thématiques avec ces espèces de pouvoirs en lien avec la nature et les animaux. Et vraiment Sorceline reprend incroyablement bien ces thèmes-là. Et j'adore cette BD. Oh mais il y en avait un dernier petit qui s'était caché. Encore une BD en plus que j'adore, c'est Brume de Jérôme Pellissier et Karine Hindar. Donc c'est publié aussi chez Glénat. Et c'est... alors ça me fait... C'est pas pour les mêmes raisons du coup, mais ça me fait vraiment mourir de rire. Là on a une petite sorcière qui imagine qu'elle a des dons exceptionnels et qui a des dons assez surprenants et exceptionnels. Je m'interromps mais en fait ça finira jamais, j'ai oublié tout ça. Je sais pas combien de temps va durer ce book haul, je suis vraiment désolée. Donc le tome 3, le tome 1 m'a fait mourir de rire, le tome 2 aussi. Là c'est pareil, je les mets en classe après parce qu'ils sont trop bien. Vous avez... En plus Brume, elle a sa petite mascotte là, ce petit cochon. Voilà, ça plaît forcément et je pense que n'importe quel enfant adolescent serait vraiment conquis par l'univers que propose Brume parce que c'est drôle, c'est touchant et il sera aussi je pense dans mon petit vlog là que je vais vous faire sur les BD un petit peu automnales. Donc toujours de la part des éditions Glénat, Bergère guerrière, les novices, donc c'est la nouvelle saga entre guillemets de Bergère guerrière, donc c'est pas qui s'oriente beaucoup plus vers un public jeunesse, même si je pense qu'encore une fois au même titre que Bergère guerrière, la BD peut s'adresser à n'importe quel public. J'ai adoré la saga principale, je l'ai trouvée encore une fois drôle, ludique, éducative. Je trouvais qu'elle abordait des sujets qui étaient très importants et j'imagine que là ce sera un petit peu la même chose. C'est des titres que j'adore conserver dans ma bibliothèque et que je me fais un plaisir de relire assez régulièrement parce que bon, les lectures sont d'une part assez rapides donc je peux me le permettre, mais aussi parce qu'elle m'apporte toujours quelque chose de nouveau et à minima elle me redonne le sourire quand j'en ai besoin. Ce titre là, donc Julia la Seule, publié chez les éditions Dupuis de David Bourriaud et Yuna Park. Alors on est sur des illustrations un petit peu similaires à Dans les yeux de Lilia, je crois que c'était. Je vous mettrai la photo ici. Là, c'est une jeune fille qui a des pouvoirs et qui arrive dans un nouveau lycée. Ça a un petit peu aussi un esprit proche de Les Sortilèges de Zora, puisqu'on a cet aspect donc de cette jeune fille qui est dans un établissement scolaire et qui a des pouvoirs. Je pense que voilà, ça va me plaire aussi et ça rejoindra un petit peu tout ce que je vous ai cité avant. D'ailleurs, je vais les mettre de côté tout de suite. Ces titres que je vous présenterai en vlog. Je crois que j'ai enfin terminé avec les graphiques. C'était costaud. Je sors juste les romans donc que j'ai reçus cette fois. Les enfants Boxcar, le mystère de Rosefield et le secret des orphelins, donc les tomes 1 et 5. C'est une saga qui est maintenant emblématique, que je ne vous présente plus puisque je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est aussi une saga qui plaît beaucoup à des publics plus jeunes puisqu'on a des espèces de petites aventures, de petites enquêtes menées par un groupe d'enfants. Et là aussi, on parle beaucoup de la nature, on parle beaucoup du rapport aux autres. C'est encore une fois très ludique, ce sont un petit peu des romans d'apprentissage et de construction de soi, en même temps que voilà, que vous avez ces protagonistes qui n'ont pas toujours le même âge et qui n'ont pas toujours des rapports... les rapports les plus faciles qui soient, et qui apprennent donc à collaborer ensemble. Et je trouve que c'est super bien pensé, très intelligent, et c'est écrit d'une façon, je dirais... qui veut garder des codes un petit peu plus exigeants, et donc on ne tombe pas dans la banalité parfois rédactionnelle d'ouvrages jeunesse qui, sous couvert de faire de la jeunesse, sont tout simplement feignants d'un point de vue intellectuel. Là ce n'est pas du tout ça. Ensuite, alors toujours en jeunesse, j'ai reçu de la part des éditions Sarbacane dans la collection Pépix, Octave le zombie de Chrysostome Gouriot, que pour le coup je vais mettre dans ma palle pour l'automne. J'adore, les illustrations sont top. Là c'est pareil, je le lis, ensuite il va dans la classe. Je m'en suis procuré un autre dans ce registre là, je ne sais pas, je crois que je l'ai mis directement dans les livres pour l'école, mais toujours chez Pépix, parce qu'en général je trouve que leurs ouvrages sont très bien.
Alors il s'adresse à un public plus jeune que, enfin initialement plus jeune que les classes que je peux moi avoir, mais je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. C'est aussi très bien de se frotter ou de se refrotter à des ouvrages qui sont finalement même à viser d'un public plus jeune, parce que voilà, on retrouve quand même l'humour, l'amitié, les thématiques finalement qu'on trouvera aussi dans les romans adolescents, sans tomber justement dans cette niaiserie que je reproche parfois à la littérature adolescente et adolescente feignante aujourd'hui, à savoir voilà ces grandes phases de romance qui en plus ne plaisent pas à tout le monde, même si voilà elles plaisent à un nombre de lecteurs certains, puisque sinon ils ne seraient pas commercialisés. C'est chouette d'avoir des titres un petit peu comme ça, qui je dirais arrivent à se placer entre les deux, et à vous proposer des thématiques qui certes sont plus enfantines, mais qui peuvent tout à fait convenir à des adolescents et à des adultes. Ensuite, on va faire les parutions de chez Albin Michel, et il m'en manque un. J'ai reçu le nouveau livre de Melissa d'Acosta, il est... je sais pas où il est. Ah si, il est là-bas. La Fausse d'étoiles, je vous le mettrai en photo ici, que j'ai lu, que je n'ai pas aimé. Donc je vous en parlerai plus en détail dans un point lecture, mais c'est pas pour moi. Le café des au revoir de Toshikazu Kawaguchi. Alors je n'ai jamais lu de roman, je dirais feel good, dans cette veine feel good japonaise. C'est pour cette raison que j'étais curieuse, et là aussi en fait je l'ai lu et je n'ai pas aimé. Donc je ne vais pas épiloguer longtemps sur la question. Sachez qu'il y a un nouveau tome donc, de cette saga emblématique, j'ai l'impression, qui est sorti. Donc c'est la suite de... Alors je me souviens plus du coup des titres. Tant que le café est encore chaud. Donc c'est vrai que ce sont des titres qui ont un succès certain, mais ce n'est absolument pas la littérature japonaise que je suis accoutumée à fréquenter. Et ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas du tout... Alors c'est vrai que déjà, à l'initial, je n'aime pas beaucoup les romans feel good parce que j'ai tendance à m'ennuyer. Mais là, non, ça m'a pas plu. Ma lecture en cours, c'est celui-ci, donc Prime Time de Maxime Chatham. Qui pour l'instant en tout cas me plaît bien. Alors voilà, clairement l'écriture, je vous l'ai déjà dit sur Maxime Chatham, alors à part sur Autre Monde où vraiment je suis surprise parce que je l'ai commencé, j'ai toujours pas fini, mais je trouve que l'écriture est assez exigeante. Je trouve que sur ces romans adultes thrillers, ouais, il fait pas beaucoup d'efforts quand même. Mais la thématique, je la trouve sympathique. Donc alors que des millions de téléspectateurs regardent le 20h sur la chaîne nationale, un homme masqué, la voix déformée, prend en otage le présentateur vedette. Si le direct est coupé, il le tue. Voilà. Et je trouve que la thématique est très sympa, et pour l'instant en tout cas, moi je trouve que c'est assez haletant, mais à voir de quelle façon ça va se goupiller par la suite. Et enfin, alors là pour le coup c'est une réédition et c'est un ouvrage un petit peu collector. Il s'agit donc du Talisman de Stephen King et Peter Straub. Avec, vous avez une interview donc exclusive de Stephen King. C'est un ouvrage qui est publié en format relié, qui est vraiment très élégant, je vous le montre. Alors l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il n'est pas extrêmement lourd, donc à la lecture ce sera assez confortable. Je n'ai pas lu le Talisman, il se trouve que dans les nouvelles éditions qui paraissent chez le Livre de Poche depuis un moment, il ne me semble pas qu'il y soit, et c'est vrai que ça ne faisait pas partie de mes lectures prioritaires de Stephen King. Alors c'est sûr que maintenant qu'il est arrivé en grand format et dans cette édition, ma foi, très confortable en matière de lecture, hein, je vous montre ça, je le lirai certainement un peu plus rapidement. Mais voilà, il faisait pas partie de mes priorités parce qu'il est plus dans cette veine, je crois, fantastique, fantasy, et que ce n'est pas forcément ce vers quoi je tends le plus facilement. Et je trouve ça d'ailleurs assez amusant parce que, donc au résumé, c'est l'impression que j'ai eue. Pourtant Peter Straub s'illustre aussi dans une littérature bien plus horrifique habituellement. Donc peut-être que ce n'est moi qui n'ai rien compris au résumé, mais les territoires sont peuplés de chimères, de bonnes fées, de démons, nul n'y entre, pas même un enfant sans risquer de perdre son âme, sauf à vouloir accéder au talisman, seul remède contre la mort. Jack Sawyer, 12 ans, est prêt à affronter toutes les épreuves pour arracher sa mère à la fin proche qui la menace. Voilà, je trouvais que c'était un scénario qui s'apparentait plus à de la fantaisie ou à du fantastique, mais à voir de quelle façon les choses sont présentées. Si vous avez lu ce titre, n'hésitez pas à me faire votre retour dessus. Allez, c'est parti pour mes achats maintenant. Donc je commence par Dolores Claiborne de Stephen King, donc qui est dans cette fameuse édition, qui est l'édition que je conserve maintenant pour les ouvrages de Stephen King, parce qu'avec cette réédition, je trouve que c'est très facile de lire. Enfin, je vous montre en confort de lecture, je vous le dis systématiquement. Je suis très intéressée par ce titre, et notamment par les parallèles qu'on peut opérer, paraît-il, entre Dolores Claiborne et Jessie, parce que j'adore Jessie, vraiment ça fait partie de mes Stephen King. Je sais pas si c'est mes Stephen King préférés, mais en tout cas je trouve que ça fait partie des Stephen King les plus
les plus originaux, mais en fait il y a cette c'est une trame que j'aime bien, c'est chez Stephen King quand on laisse planer un espèce de mystère, un petit peu comme dans La petite fille qui aimait Tom Gordon aussi. J'aime bien ces aspects là où on ne sait jamais vraiment de quoi on parle, en même temps il y a vraiment un engagement de la part de l'auteur. Et apparemment Dolores Claiborne donc cocherait toutes ces cases là. C'est pour cette raison aussi que je l'ai pris, aussi parce qu'il était d'occasion, voilà, et que je ne l'avais pas. C'est un Stephen King qui est assez bref, donc j'aimerais en faire la lecture assez rapidement. Pour tout vous dire, je projetais de le lire là dans les jours qui viennent puisque je suis en vacances, mais je suis malade depuis X temps. Mes lectures, je les attrape et je les dévore clairement, mais je ne sais pas comment dire, c'est intuitif. Je prends un livre, je vois un livre qui me plaît, je le lis. Pour l'instant, ça n'a pas été le tour de celui-ci, mais si peut-être vos mots peuvent me convaincre de le lire plus rapidement. En tout cas, il me tente beaucoup et il fait partie. Je suis en train de regarder un petit peu ce que j'ai de Stephen King dans ma palle qui n'est pas encore lu. Je pense qu'il fait partie vraiment du top des ouvrages que j'ai envie de lire rapidement. Je vous avais déjà parlé de ces petites éditions, donc ici c'est Traverser la ville de Robert Silverberg, donc vous avez toujours une petite présentation avec l'année. Donc en 1973, Robert Silverberg imagine un grain de sable dans les rouages d'une ville machine planétaire. Je viens de terminer un autre petit ouvrage comme celui-ci, donc moi je vous ai déjà parlé de Destination Fin du Monde et de... Audience captive, j'avais adoré les deux. Le titre que je viens de terminer, je l'ai beaucoup aimé aussi. Alors ce sont vraiment des nouvelles à chute et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que d'ailleurs c'est quelque chose d'assez oublié. Je vous parlerai prochainement, d'ailleurs là je vais vous en présenter une ou deux, je sais plus, d'ouvrages qui présentent justement des nouvelles qui à mon sens devaient être à chute et qui ne le sont pas. Et je trouve qu'une nouvelle sans chute, c'est une nouvelle carencée pour moi. Il y a vraiment un problème, je ne sais pas si c'est mon cerveau qui est trop conditionné par cette définition classique de la chose, parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait d'impératif particulier à la chute hors de la nouvelle fantastique, où c'est vrai que voilà, on a cet attendu toujours de dénouement, mais je pense à la parure aussi de Maupassant qui certes n'est pas fantastique, mais qui embrasse ce code-là. Pour moi, la nouvelle, il y a la chute et quand elle n'y est pas, je suis frustrée. Bon, il s'avère que pour l'instant, tout ce que j'ai lu dans ces nouvelles qui sont tout à la fois, qui sont très généralement de science-fiction, mais qui peuvent être de l'utopie, de la dystopie, toutes les formes de projection qu'on peut avoir donc sur l'avenir, pour l'instant, je les ai toutes trouvées hyper qualitatives sur les 3 que j'ai lus. C'est pas énorme, vous me direz, mais je les ai trouvées très très bien. Et je suis curieuse de découvrir celle-ci, évidemment. Puisque je vous en parlais de recueil de nouvelles, c'est ces collections-là, mais il m'en manque un parce que... Alors voilà, donc... Histoire de double, histoire de fantôme. Donc évidemment je les ai achetées d'occasion, vous pouvez voir c'est des éditions qui ont beaucoup vieilli. J'ai déjà lu Histoire de cauchemar. J'ai essayé de lire les choses dans l'ordre et j'ai surtout passé un très très long moment à lire le préambule de cette collection, puisque il s'agit de la grande anthologie du fantastique. Il se trouve que dans le fantastique, je n'aime pas tout. Et d'ailleurs, même si vous êtes des très grands lecteurs de fantastique, il y a peu de chances pour que vous adhériez à toutes les formes de fantastique et toutes les déclinaisons du fantastique qui peuvent exister. Je m'en suis très largement rendu compte en lisant donc Histoire de cauchemar. Parce que cette anthologie, elle propose des titres qui sont parfois très surprenants et parfois je ne comprends pas l'intérêt. Mais vraiment, je ne le comprends pas, que ce soit d'un point de vue de la langue ou de l'histoire qui est racontée. Voilà. Alors j'espère j'imagine que de toute façon il y aura également cette problématique dans ces titres-là, en sachant que voilà, ce qu'on met en avant systématiquement, je vous prends le dos de donc Histoire de fantôme, vous avez donc Lovecraft, Poe, Gogol, Borges, Doffman et Kipling, voilà. Donc on vous nomme les auteurs, je dirais, fort connus. On vous parle pas des autres déjà, donc c'est un petit peu triste parce que, alors certes vous avez une petite présentation à chaque nouvelle, mais franchement la nouvelle la plus qualitative que j'ai lue dans Histoire de cauchemar, qui contient une nouvelle de Théophile Gautier, pardon, c'était pas forcément la nouvelle dans des nouvellistes et des auteurs les plus connus qui soient, donc voilà, je trouvais que ouais, c'était sympa de mettre d'autres auteurs en perspective et en lumière, mais c'est dommage de les invisibiliser aussi en 4ème de couverture. Bon, de toute façon, peu importe, c'est un travail éditorial qui est maintenant daté et redaté, même si je trouve ces couvertures absolument fascinantes. Donc ici, histoire de double, donc c'est tout ce qui va traiter de doppelganger ou de double au sens de Dostoïevski. Bon, vous avez
quelqu'un qui apparaît dans votre vie et qui est identique à vous. Et Histoire de fantôme, bon vous connaissez, je ne vais pas plus l'expliciter, mais voilà. Ce sont des anthologies que j'ai trouvées dans une petite librairie à Alès. D'ailleurs c'est également la librairie dans laquelle je me procure systématiquement d'occasion ces titres-là, parce que je trouve des choses top là-bas. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai pris donc cette édition-là qui était très peu chère, donc de La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui m'a coûté donc 4 €, qui est en relié. Et c'est vrai que bon, c'est un texte que j'aime beaucoup, que j'ai lu une fois en audio. Je crois que c'est tout en fait, je suis en train de me dire. J'ai vu la série, je l'ai fait en audio. Je crois que j'avais commencé ma lecture mais je n'avais pas terminé. Et je ne l'ai plus de toute façon. Donc voilà, c'était une bonne occasion. Et pour 4 €, je me suis dit que ça restait quand même assez raisonnable. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire le résumé de La Servante écarlate, d'autant que ce book haul est déjà largement assez conséquent. Ensuite, Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury, qui est un ouvrage que j'aime beaucoup et que je n'ai plus dans ma bibliothèque. C'était un... Alors je l'ai découvert sur une ancienne édition, une très vieille édition qu'un ami de la fac m'avait prêté. Et alors c'est de la science-fiction un petit peu poussiéreuse, je vous le dis tout de suite. Mais alors ces nouvelles martiennes, elles sont top. On a vraiment des choses qui sont tout à la fois drôles, enfin qui sont vraiment... je dirais constitutif de l'imaginaire qu'on a autour de Mars et de la vie sur Mars. C'est vraiment, c'est fascinant. Ça fait partie des textes de Bradbury que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé donc L'autre fille d'Annie Ernaux, qui est donc un texte que je n'avais pas, donc nécessairement que je me suis procuré, qui va un petit peu parler de ce moment de rupture donc entre la Annie Ernaux, je dirais petite fille qui vit dans son village d'origine, et le moment où elle arrive dans cette phase de sa vie, cette césure un petit peu avec sa classe sociale initiale, etc., etc. Bref, les thématiques chères à Annie Ernaux. Allez, je finis avec les romans À rebours de Huysmans, que j'ai déjà lu, que je souhaite relire pour me plonger dans les autres romans de Huysmans. J'allais encore m'égarer, je vous en parlerai plus tard, je vous parlerai de Huysmans plus tard. Ensuite, donc, alors... L'air et les songes de Gaston Bachelard. Il se trouve que lorsque je travaillais sur mon mémoire peut-être que c'était dans le cadre d'un séminaire, il se trouve que Bachelard a écrit sur les 4 éléments, donc l'eau, l'air, le feu, la terre, et que moi j'avais lu donc son texte sur le feu que j'avais trouvé fort intéressant, et j'avais lu celui sur l'eau aussi que j'avais trouvé alors plus intéressant même que celui sur le feu, même si au niveau des symboliques le feu était assez passionnant. L'air et les songes, je ne l'ai pas lu et je suis tombée dessus à un prix, voilà, il était à 2 € donc c'était très accessible, et en sachant que ça fait partie de ces titres que moi j'aime beaucoup découvrir, je me suis dit pourquoi pas. D'autant qu'il n'y a pas besoin d'une initiation, sur ces titres-là en tout cas, il n'y a pas besoin d'une grande initiation à la philosophie de Bachelard. Je trouve que ça se lit quand même assez plus aisément que certains titres de philosophie contemporaine. Et là encore un ouvrage que j'ai déjà lu mais que je n'avais pas, donc je l'avais lu à l'époque où j'étais à la fac aussi, donc Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Là je l'avais lu dans le cadre d'une vidéo que je souhaitais tourner, que je n'ai toujours pas tournée, ça n'a pas changé, c'est bien, que je voulais tourner sur donc les dystopies et les représentations des pouvoirs oppressifs dans les romans de science-fiction. Et donc vous voyez, forcément j'avais envie de passer par quelque chose de plus sociologique, et évidemment que le grand classique en matière de questionnement autour de la psychologie des foules, c'est donc La Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Et alors je pense que ça demande relecture pour moi, parce que ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas lu et qu'entre temps j'ai étudié tout de même bon nombre de sujets, donc je dois reconnaître que mes souvenirs sont assez confus concernant ce titre, mais je sais qu'il y avait bon nombre de réflexions, d'une part très pertinentes, mais aussi très exploitable au sein d'une vidéo explicative sur une thématique telle que celle que je voulais aborder, et je trouve ça dommage de ne pas l'avoir fait, donc je me dis voilà, pourquoi pas, peut-être que ce sera l'occasion, même si souvent ce sont des projets avortés, puisque je n'ai pas... malheureusement je manque de temps pour produire du contenu suffisamment qualitatif pour être proposé, je trouve. C'est vrai que bon, le book haul c'est un petit peu la facilité parce que je n'ai pas de préparation à faire en amont, mais pour toutes les vidéos plus thématiques, ne serait-ce que pour les vidéos où je vous fais un point sur mes lectures d'un auteur précis, à la base je voulais que ce soit des vidéos décontractées, et finalement lorsque je vous ai fait celle sur Dostoïevski, ça m'a demandé énormément de travail, simplement parce que je voulais vous proposer un contenu d'une part encore une fois qualitatif, mais qui ne se basait pas exclusivement sur mon ressenti, parce qu'à part vous dire que j'aime tout ce que fait Dostoïevski,
Je ne peux pas vous dire des choses beaucoup plus creusées, et pourtant la vidéo fait 1h30 je crois, hein, mais bon. Bref, donc voilà, il y a tout ce problème aussi de légitimité à aborder des thématiques qui sont peut-être, je dirais, hors de mon domaine et de mon champ de compétences. Et ça c'est quelque chose avec lequel je suis toujours un petit peu mal à l'aise. D'autant que sur YouTube, je trouve que les gens font très facilement remarquer les plus petites erreurs qu'on peut faire. Donc voilà, c'est pour cette raison aussi que je suis un petit peu réticente à l'idée de me lancer dans des projets plus conséquents et qui demandent plus de travail en amont quand je ne peux pas l'effectuer de façon suffisamment qualitative à mon sens. Je vais vous parler de Dostoïevski, je crois que c'est le seul ouvrage neuf, oui c'est le seul ouvrage neuf de ce book haul. La femme dans notre et le mari sous le lit, donc évidemment je l'ai pris parce que c'est les éditions Babel et la traduction d'André Markovitz, et c'est une petite nouvelle, tout est dit dans le titre. Je ne l'ai pas encore lu, mais je suis impatiente de me lancer comme pour tous les titres de Dostoïevski. Ensuite, alors, il m'en reste quelques-uns encore à vous présenter, je vais pas vous mentir. Je vais passer rapidement sur celui-ci. Je l'ai simplement repris parce que je n'avais pas aimé ma première lecture et que tout le monde m'en dit beaucoup de bien, donc Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Je n'étais pas forcément curieuse de le relire, mais récemment je suis tombée sur une chronique extrêmement élogieuse concernant les titres de Clémentine Beauvais, et pour ma part, j'ai quasiment... j'ai eu du mal avec presque tout, voilà, j'ai apprécié, je crois que c'était Le Cadavre, je ne sais plus, le texte poétique qu'elle avait rédigé autour de la charogne de Baudelaire, donc du poème, donc c'était un texte qui était déjà beaucoup plus érudit je trouve que les formes romanesques qu'elle peut proposer chez Sarbacane. Et l'autre titre que j'ai beaucoup aimé, c'est sa collaboration avec Digli chez La Ville Brûle pour l'Oralysie et les Hommes Gobelins. Voilà, donc c'était des choses qui étaient un petit peu en marge, je dirais, de ce qu'elle peut faire habituellement. Ensuite, Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs, donc le roman... alors j'ignore si c'est le roman à l'origine ou si c'est... mais il me semble que oui, il me semble que de toute façon Miyazaki s'inspire très souvent de récits, donc il me semble que c'est le récit qui inspire Arrietty. Je me le suis procuré parce que je l'ai trouvé d'occasion, c'est vrai que je ne l'aurais pas acheté neuf, parce que j'ai déjà beaucoup de choses dans ma palle. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique dans le cas où j'avais envie d'une lecture qui me rapproche un petit peu justement des univers de Miyazaki, qui sont vraiment des univers doudous pour moi. Ça ce sont les donc, derniers ouvrages que j'ai trouvés sur le vide-grenier dont je vous parlais au début. Un titre de Chador Javan, Et ces êtres sans pénis, donc c'est son dernier titre paru en poche. Je ne l'ai pas encore lu, j'aime beaucoup ce que je fais. Chador Javan de façon générale, je vous en parle systématiquement. C'est une autrice iranienne que je trouve brillante, que je trouve, enfin qui est autodidacte, qui a un talent certain, mais qui est aussi très engagée sur bon nombre de questions. Et je voulais absolument lire ce titre, voilà. Ensuite, d'Adeline Dieudonné, Kérosène. J'avais beaucoup aimé La Vraie Vie et c'est vrai que je ne me suis pas relancée depuis, donc je suis tombée sur celui-ci qui était très peu cher. Le résumé ne me tentait pas plus que ça, à vrai dire, lorsque le titre est sorti, je vais vous le lire. Une station-service le long de l'autoroute, une nuit d'été, sous la lumière crue des néons, dans les odeurs d'essence et d'asphalte, quelques tables en plastique jaune délavées, 23h12, ils sont 15 à se croiser, si on compte le cheval et le cadavre planqué à l'arrière d'un gros humeur noir. 1 minute encore et tout bascule. Je sais pas, c'était peut-être pas assez explicite pour moi en termes de résumé pur, et j'avoue que ce n'est pas forcément le titre qui avait le plus piqué ma curiosité. Ensuite, alors ça c'est un ouvrage que je cherchais, jamais je ne pensais le trouver en vide-grenier, et pour tout vous dire, je ne le trouvais pas non plus en librairie. Donc j'allais me diriger vers Vinted. C'est Les Dieux sont vaches de Gwendoline Hamon. La raison pour laquelle je le cherchais, c'est tout simplement qu'il aborde la thématique de la perte de la mère, et que c'est une thématique encore une fois qui m'est chère et que j'aime beaucoup lire. Donc c'est pour cette raison que je l'ai pris. Là aussi, tous les ouvrages dont je vous parle m'ont coûté à peu près 1 euro, donc c'était vraiment très avantageux. Un titre de Romain Gary, donc Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Je l'ai pris pour compléter ma collection de Romain Gary, ce n'est absolument pas le prochain que je vais lire. Ici on suit Jacques Régnier qui a 59 ans, qui est industriel. Il est aux prises avec des difficultés en affaires au moment où sa liaison avec une jeune brésilienne le rend très heureux, à la suite des confidences angoissées d'un ami obsédé par le mythe de la virilité. La peur du déclin sexuel s'insinue en lui, l'envahit, le détruit, ne le quitte plus. Voilà. De toute façon je suis impatiente comme tous les livres de Romain Gary.
Alors, quelque chose qui me fait un petit peu plus peur, L'amour au temps du choléra. Alors je sais que ce livre il a été soit adoré, soit décrié. J'ai un petit peu peur de le lire, je n'ai jamais lu Gabriel Garcia Marquez et ce sera une première. Donc là aussi je l'ai pris parce qu'il était à un prix vraiment très abordable, mais ça ne fait pas partie de mes priorités en matière de lecture. C'est simplement que je me dis que si je retombe un jour sur une vidéo peut-être qui aborde avec nuance ce titre-là, j'aurais envie de me faire mon propre avis et il sera déjà présent dans ma bibliothèque. Ensuite, moi, Serial Killer, les terrifiantes confessions de 12 tueurs en série, donc voilà, ça fait partie des thématiques que j'aime beaucoup, qui m'intéressent beaucoup plutôt que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je n'ai pas de livre de ce type-là, donc voilà, là il était pareil, encore une fois, au même prix. Donc je me le suis procuré. Ça donc c'est Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Et c'est parce que j'ai lu le résumé, clairement. Donc on suit Allison qui organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre temps elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires, dont elle a eu 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves, dans le Kent. Elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Allison, fait irruption dans la maison en état de choc. Elle affirme que le mari d'Allison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent. À qui se fier? Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leur année de fac. Et certains sont prêts à tuer pour que leur secret reste bien gardé. Voilà, mais c'est vraiment de la fiction. Je pensais qu'il y avait une dimension peut-être plus terre à terre, on verra. Je sais pas, ça m'avait intriguée en tout cas sur le coup. Swan Song, que je cherchais depuis un moment et que j'ai trouvé ici d'occasion. Alors il est un petit peu abîmé, mais bon voilà, il était à 5 € au lieu de 12,50 €. Je sais qu'il a beaucoup divisé ce titre, les avis sont mitigés. Moi personnellement j'en suis assez curieuse, apparemment ça a un petit peu vieilli. Puisque la plupart des personnes voilà, parlent d'un titre qui serait plus phare dans les années 80, 70-80, je ne sais plus exactement, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas entendu parler. Mais on parle donc d'apocalypse, et apparemment d'une vision de l'apocalypse qui est un petit peu datée. Mais bon, à voir de quelle façon c'est fait, en tout cas j'en suis curieuse. Un ouvrage que je n'aurais jamais pensé me procurer, mais en lisant le résumé, je me suis dit, mais j'ai envie de lire. J'ai envie de le lire, pourtant il y a écrit que c'est un thriller, mais bon. Wayward Pines, épisode 1, révélation de Black Crouch. Et ici donc on suit, alors vraiment ça a l'air très étrange, ça me fait un petit peu penser à Dom de Stephen King dans la forme, avec un aspect petite ville américaine, etc., etc. L'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience, seul et blessé en pleine rue à Wayward Pines, petite bourgade tranquille de l'Idaho. Partiellement amnésique, il se souvient qu'il doit retrouver 2 autres agents mystérieusement disparus dans la région. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de papier ni de téléphone et en dépit de ses efforts, il ne parvient pas à joindre sa femme ou son supérieur, ni personne du monde extérieur. Lorsqu'Ethan découvre le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qu'il recherchait, l'étrangeté cède la place à un danger mortel. C'est maintenant sûr, il y a quelque chose de pourri à Wayward Pines. Et c'est un tome 1. Donc si le tome 1 me plaît nécessairement, j'achèterai la suite. En tout cas, n'hésitez pas à me le recommander si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, parce que pour le coup il me tentait beaucoup au moment où je l'ai acheté, donc j'aimerais bien qu'il sorte rapidement de ma palle. Ensuite, alors là c'est vraiment le résumé qui m'a parlé, le fait que ce soit de la littérature japonaise. C'est l'histoire, donc c'est de Kim Young-ah. Alors pardon, c'est pas japonais, c'est coréen. Et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que donc on suit un serial killer mais qui a 70 ans et qui décide de reprendre du service à 70 ans. Voilà. Je trouvais que c'était original comme thématique. Je pense qu'il y a beaucoup d'humour en même temps que... Voilà, d'humour noir bien sûr, en même temps que beaucoup d'autres choses. Et je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, c'est un parti pris que je trouve un petit peu novateur. Enfin, c'est le dernier. La parabole des talents d'Octavia E. Butler. La parabole des talents, c'est la suite tout simplement de la parabole du Summer que j'ai dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu, voilà, mais je me suis dit qu'au moins je l'aurai, d'autant que je ne trouve jamais les ouvrages d'Octavia E. Butler et encore moins d'occasion, donc voilà, là je me suis dit autant que je le prenne puisqu'il est là. J'espère que ça va vous, mais j'ai terminé enfin. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de certains des titres que j'ai pu présenter si vous les avez lus. J'espère que c'était pas trop long, encore une fois, je m'excuse. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.